Le mal de dos, c'est sans doute le plus répandu des casse-têtes de la médecine. En devenant des bipèdes, nos ancêtres sont également devenus plus habiles de leurs membres supérieurs, mais au prix d'une fragilité au niveau de la colonne vertébrale. Un douloureux héritage qui ne fait que s'amplifier avec le style de vie moderne et sédentaire. Dans les années 80, une sorte de frénésie de la chirurgie du dos s'est répandue dans les pays riches, en particulier les opérations des hernies discales. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques montrent qu'on a exagéré, qu'il faut limiter ces interventions à des cas d'urgence précis. On s'attend donc à observer une diminution des opérations. Or, c'est tout le contraire que François Janet et Ventura Samara ont découvert. Élever les sacs de poubelle. Eso me hace mal. Y ahora que me siento tan cansado. Cela fait 5 ans qu'Angel Parales est handicapé par son dos. 2 opérations de la hernie discale n'ont rien résolu. No puedo. No puedo. La hernie discale est une pathologie répandue. Elle apparaît lorsqu'un disque de cartilage placé entre 2 vertèbres se déplace. Avec l'usure, ces disques, qui sont comme des amortisseurs de la colonne vertébrale, laissent s'échapper des fragments du noyau pulpeux. La hernie risque alors de compresser des racines nerveuses et provoquer des douleurs. Selon l'emplacement de la hernie, les effets se feront sentir dans les jambes ou dans les bras. J'ai l'impression que c'est vraiment tout dur à gauche. Le dos d'André Ruprecht est un vrai champ de bataille. Les douleurs sont permanentes. Son seul soulagement, sa séance de physio, 1 fois par semaine. Ça va, c'est supportable? Quand tout a commencé, il avait tout juste 32 ans. Ça s'est passé un dimanche matin. En voulant me lever, je n'arrivais plus à mettre une paire de chaussettes. Et ça a commencé de cette façon-là, mais sans crier gare. Je n'ai jamais eu de problème de lombalgie, de sciatique avant, strictement rien. Quelques temps plus tard, le dos d'André se bloque à nouveau. Cette fois, il faut l'opérer. Et pendant la nuit, j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes et je suis tombé du lit, j'ai pas pu me relever, quoi. J'étais paralysé des membres inférieurs. Le disque a implosé ou explosé, puisque je sais pas, mais en tous les cas, c'est des infirmiers qui sont venus me chercher. Après d'autres récidives en 1992, André doit subir une spondylodèse. On lui enlève complètement le disque intervertébral et une greffe osseuse soude les 4e et 5e vertèbres lombaires. À la sortie de l'opération, c'était ça, quoi. J'avais été roué de coups sans pouvoir me défendre. Et l'impression aussi d'être coupé en deux, d'être scindé en deux. Il y avait le haut, il y avait le bas. Au CHUV à Lausanne, le docteur Lodato opère la hernie discale d'un patient récidiviste. Un patient qui a subi une première intervention il y a 12 ans, mais qui a senti les douleurs revenir. Là, il y a la cicatrice de la dernière opération. Hein. C'est ça qui va nous embêter. La cicatrice, elle est là. Ça, c'est pas du tissu qui est habituel, là. Donc la fraise, s'il vous plaît. Quand un patient présente des troubles neurologiques, comme une paralysie dans les jambes ou des difficultés à contrôler ses sphincters, dans ces cas-là uniquement, il est urgent d'opérer la hernie. J'ai l'impression que c'est ici. Hein. Le risque, si on attend trop de temps, donc quelques jours, donc c'est 24-48 heures, le risque c'est que ces lésions neurologiques persistent. Et donc même après, si on enlève la hernie, ces lésions sont pour toujours. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que les patients qui ont une hernie discale qui correspond bien aux symptômes, donc une douleur dans la jambe, le patient il va être soulagé dans la douleur dans la jambe. C'est sûr que s'il y a en plus des douleurs dans le dos qui sont importantes, on va avoir peu d'effet sur les douleurs du dos. Vous avez des lancers constants, c'est comme si on avait planté une lame ou une aiguille. D'autres moments, quand j'ai des crises, je jette tous mes habits, je supporte plus rien qui me touche, même pas un souffle, et je me mets en position fœtale dans mon lit. Puis j'ai fini avec des patchs de morphine, avec des choses complètement débiles, où j'avais inversé le jour et la nuit. Ça a même failli briser ma famille. Donc il y a eu des moments
Ouais, très dur. André a gardé des séquelles des opérations qu'il a subies dans les années 90. Des nerfs ont été endommagés. Il a appris à organiser sa vie en fonction de son handicap. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire et que les gens vous regardent de travers, ils disent mais machin, il pourrait quand même peut-être porter les courses. Quand c'est ma femme qui rentre chargée comme un baudet et que moi je suis derrière, ça fait un peu macho, non? Donc là, je la travaille. Vous voyez, c'est un peu gélatiné comme ça. Nous, on ne va pas juste se contenter d'avoir trouvé une hernie. On va aller voir si on a libéré les structures neurologiques qui font mal aux patients. Si on faisait une radiographie du dos de personnes qui ne souffrent d'aucune douleur, 8 fois sur 10, on verrait de l'arthrose, de l'usure des disques intervertébraux, et dans 40% des cas, une hernie discale, indolore, donc inaperçue. Souvent, la hernie discale a tendance à guérir toute seule. Les statistiques montrent que 90%, 95% des hernies discales qui apparaissent aujourd'hui, en un an, elles ont disparu toutes seules. Puis surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on apporte un risque supplémentaire aux patients de récidive d'hernie. Donc, les patients qui sont opérés d'une hernie discale, ils ont quand même entre 10 et 15% plus de risque d'avoir une hernie au même endroit dans les années futures. Alors que dans un traitement conservateur, si la hernie guérit toute seule, ce taux de récidive est entre 3 et 5%. Alors pourquoi prendre le risque de se faire opérer? En demandant les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, nous avons été stupéfaits. De 2007 à 2015, on est passé de moins de 9000 opérations de la hernie discale en Suisse à plus de 15 000. Une augmentation de 80%. C'est des chiffres vraiment effarants parce qu'on sait que pour le mal de dos, en fait, la chirurgie n'a pas de place. Alors, est-ce que ça peut avoir le fait que dans la société actuelle, on prend moins de temps pour se prendre en charge et on dit il faut vite que ça soit réglé pour que je puisse fonctionner comme j'étais d'avant. Alors moi, je n'ai pas vu ces chiffres, je ne sais pas à partir de quoi ils ont été calculés. Donc je n'ai pas d'explication vraiment claire à vous offrir. Je peux ébaucher un certain nombre de pistes. Si je vous dis, voilà, vous avez un syndrome radiculaire, une sciatique par hernie discale, ça va aller mieux, il faut juste attendre 3, 4, 5 mois. Sauf que vous, pendant ce temps, vous ne pouvez plus rester assis parce que vos douleurs dans la jambe, elles deviennent tellement intolérables quand vous êtes assis que ça ne fonctionne pas. Et bon, ok, une semaine, 2 semaines, 1 mois à la maison, ça va, mais votre employeur, au bout d'un moment, il commence à s'impatienter. On notera que cette augmentation surprenante des opérations de la hernie discale concerne essentiellement les interventions réalisées dans les hôpitaux privés. « 80% d'augmentation des opérations de hernie discale, alors que l'on devrait enregistrer au mieux une baisse et au pire une stabilité. Ce que les données de l'Office fédéral de la statistique montrent, c'est que posséder une assurance complémentaire privée n'est pas une garantie d'être bien soigné. Ça peut vous exposer à un surtraitement. Dans le cas des hernies discales, c'est flagrant. Alors que faire pour échapper au scalpel quand on a si mal qu'on ferait n'importe quoi pour que ça cesse? La suite du reportage. Lundi matin, permanence ostéopathique de Genève. Ici, après un bien long week-end, on fait la queue pour être soulagé. Vous avez des patients qui viennent chez nous quand ils sont à 4 pattes par terre, qui rentrent à 4 pattes dans le cabinet parce qu'ils ont tellement attendu, ils se sont tellement bloqués qu'ils ne peuvent même plus se tenir debout. Et à l'inverse, vous avez dans le cas extrême d'autres patients qui, dès qu'ils vont avoir une petite douleur, vont venir nous consulter pour retrouver une mobilité et un confort qui leur conviennent. Je peux vous proposer un rendez-vous dès ce soir à 18h30. Parfait. Qu'est-ce qui vous amène à la permanence ostéo ce matin? Je me suis bloqué le dos hier en dormant. C'est à 7h30. Voilà. J'ai fait le mouvement et là, j'ai toute la jambe qui est presque paralysée par la douleur. Ouais. C'est des tensions, je peux pas tourner la tête, je peux pas. Il y a certains mouvements que je peux pas porter des choses lourdes, c'est hors de question. Les lundis, c'est le défilé.
La permanence traite facilement plusieurs dizaines de patients. Là, la palpation, déjà, c'est douloureux. Oui. Il y a des maladies graves qui peuvent provoquer des lombalgies, comme par exemple un infarctus ou un cancer. L'ostéopathe doit être capable d'identifier toutes les causes qui sortiraient de son domaine de compétence. L'urgence, c'est la douleur. Et éventuellement, un diagnostic différentiel à poser. Si le patient, derrière ce simple blocage vertébral, se cache une pathologie médicale qui nécessite une prise en charge, on doit l'identifier et le réadresser. C'est tout bon. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Plein de manipulations, plein de craquements partout. Et vous devriez être soulagé comment? Déjà là maintenant c'est déjà un bon début, c'est pas mal. Ça vous soulage un peu? Non, pas encore. Pas encore, mais j'ai une inflammation. Ça va s'améliorer avec la manipulation qu'ils me sont fait plus anti-inflammatoire. Au niveau médical, il n'y a pas une urgence, c'est-à-dire que votre vie n'est pas en jeu. Vous n'allez pas mourir de cette douleur-là. Et je dirais même, donc, dans la lombalgie commune, il n'y a rien qui s'abîme. Stéphane Genevet a publié de nombreux articles sur les traitements destinés aux lombalgiques. En Suisse romande, il fait référence. Si on vous fait une imagerie à ce moment-là, même dans le pire des lumbagos aigus, votre image IRM, scanner ou ce que vous voulez, elle est strictement identique à celle que vous aviez une journée avant quand vous n'avez rien. Dans la population générale, 4 personnes sur 5 vont souffrir un jour d'un mal de dos. La plupart de ces douleurs disparaîtra en moins d'un mois, mais certaines deviendront des lombalgies chroniques. Un collègue vous dit ne plus bouger, ne bougez plus. On bouge plus. Les raisons sont multiples et on cherche encore à les expliquer. Mais elles sont peut-être liées à la coordination de nos muscles. C'est ce que cherchent à établir 2 doctorants au laboratoire de cinésiologie des HUG. Les muscles d'un dos sain, quand on les fait travailler, ont des contractions distinctes. Ces contractions cessent quand le mouvement s'arrête. Chez les lombalgiques, au contraire, la contraction est constante. Les muscles restent crispés de manière anarchique. Et on se trouve aujourd'hui souvent confronté avec des personnes, en fait, qui sont musclées. La musculature est là, mais la coordination n'est plus la même. Et je crois que ça qui est vraiment le maître mot aussi, si on parle de musculature, c'est qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne charpente musculaire, mais il faut que ces muscles travaillent de manière coordonnée. Michael Norberg est un autre spécialiste du dos en Suisse romande. Il consulte aussi bien en Valais qu'au CHUV, comme chef de clinique, spécialisé en réadaptation physique. Hop là. Tout bêtement, pour plier un coude, il faut que les biceps plient en même temps que le triceps se détend. Et si ça ne se fait pas de manière coordonnée, vous allez avoir la peine à plier le coude. Vous pouvez faire le même raisonnement au niveau de la colonne, où vous voyez plus de 200 muscles qui travaillent. Et ces 200 muscles, il suffit qu'il y en ait un qui travaille mal, mais ça va faire un peu comme le triangle dans l'orchestre symphonique. Ce n'est pas l'instrument le plus important, mais ça tape mal, mais ce n'est pas joli. Vous l'attendez. On a longtemps pensé qu'un travail physiquement éprouvant jouait un rôle déterminant dans les lombalgies. On sait aujourd'hui que c'est faux. En étudiant le dos de frères jumeaux, on a constaté qu'ils présentaient des faiblesses identiques, quelle que soit leur profession. On vient au monde avec un petit bagage génétique, merci papa, merci maman. On n'est pas forcément totalement symétrique. Alors il se peut qu'une articulation bouge un petit peu moins bien qu'une autre. Si vous sentez une différence, là... Thierry Bernat a fait ses études aux États-Unis. C'est aujourd'hui un chiropraticien réputé à la Chaux-de-Fonds. Il doit être un peu moins mobile. On est droitier ou gaucher, on doit plus solliciter un côté que l'autre. Et puis après, il y a la première chute en poussette, en tricycle, en vélo. Et puis après, il y a l'histoire de vie. Et puis après, il y a le job qu'on fait. Donc, effectivement, il va y avoir des distorsions à certains moments. Et puis une articulation qui peut se mettre à bouger un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins, qui finalement va se bloquer. Parallèlement à ça, comme toutes les articulations sont interdépendantes les unes des autres, il y en a une ou plusieurs qui vont bouger un peu plus, un peu plus, un peu plus. Puis à un moment donné, elles deviennent instables. Elles créent une irritation au niveau des structures nerveuses qui sont autour de l'articulation. Et puis elles vont déclencher une douleur. Alors là, on sent une texture de la peau qui est un petit peu différente, d'accord? Et puis surtout, la musculature qui est plus contractée d'un côté que de l'autre.
J'ai eu la chance de travailler dans des régions rurales. On avait des gens qui venaient, qui étaient pliés en deux, puis qui avaient surtout des problèmes de bas du dos. Depuis que je suis à Chaux-de-Fonds, je remarque des gens, il y a beaucoup d'horlogerie, donc beaucoup sur des établis, et je commence à avoir beaucoup plus de problèmes au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Il y a aussi différentes périodes, d'accord, des périodes de crise et puis des périodes où tout va bien. Et effectivement, on retrouve des personnes qui alors vont somatiser à différents endroits en fonction de justement l'état de stress, l'état de crise. Les programmes multidisciplinaires qui traitent les lombalgiques chroniques réunissent plusieurs spécialistes, des physios, des ergothérapeutes, mais aussi des psychiatres qui animent des groupes de parole. Là, pour le moment, on est obligé de s'adapter à la douleur, obligé de trouver des solutions pour minimiser la douleur. En avoir plein le dos, ça n'est pas juste une expression. Le contexte psychosocial, le stress, les soucis jouent souvent un rôle déterminant. Les autres aspects psychologiques, c'est de l'ordre de l'anxiété, de la dépression, de ce qu'on appelle le catastrophisme, qui équivaut à voir toujours le verre à demi-vide plutôt qu'à demi-plein. Tous ces éléments-là n'ont pas l'air d'être des facteurs de déclenchement d'une lombalgie. Par contre, clairement, ils ont été identifiés comme étant des facteurs qui vont prolonger un épisode et qui vont amener la personne dans une situation qu'on va appeler chronique, c'est-à-dire qu'elle va durer des mois sans amélioration probante. Aujourd'hui, on va mimer, essayer de refaire comme si vous étiez au supermarché. La peur d'avoir mal. C'est le handicap majeur de tous les lombalgiques. C'est ici que ça vous fait mal? Alors, Les recommandations sont pourtant claires. Il faut rester mobile, bouger autant que possible. Depuis plusieurs années, cet impératif a brisé les idées reçues et réorienté les traitements du dos. On y va tranquille. Hein. Pour aller chercher quelque chose au sol, il fallait plier les genoux. Enfin, moi, on m'avait appris à l'école, il faut surtout que le patient plie bien ses genoux parce que c'est ce qui va protéger son dos. Ça, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce que on va enclencher chez cette personne-là ce qu'on appelle la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur de bouger. Si on lui dit « Oh, attention, vous faites mal », il va avoir tendance à se dire « Oh là là, je ne sais pas si je fais bien, donc je préfère pas faire ». Et du coup, ils ont peur de faire, parce qu'ils se disent si je ne fais pas bien, je vais me faire mal au dos. Et du coup, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on ne leur dit plus il y a des bons gestes ou des mauvais gestes. Il n'y a plus d'interdit. On a dû quitter tout ce qui pouvait être de l'ordre de la recette, du style l'écran doit être à 53 cm,2 en dessus du niveau de la mer, enfin ce genre de trucs qu'on a finalement découvert comme étant absurdes, quand ils sont appliqués comme ça, pour aller vers quelque chose qui doit absolument être modulé en fonction du patient, mais pas seulement de ses caractères biométriques, sa taille, son poids, mais son type de mal de dos. On essaye d'avoir des objectifs qui sont petits, parce qu'on ne veut pas les mettre en échec. Donc on essaye vraiment de faire le petit pas par petit pas. Hey! Claudio, il y a 2-3 mois, c'était impossible de faire ça. Un lombalgique chronique vit un véritable enfer, mais il peut en revenir et guérir. C'est un long parcours qui prend du temps. Il faut essayer de savoir en fait l'origine. Si vous avez la chance de faire partie des 85% de la population où il n'y a pas de lésions structurelles importantes, ça va être sur un travail musculaire, sur une longue période, un travail sur votre confiance, un travail pour vous montrer que vous êtes capable de faire des choses que vous ne croyez plus. Il y a quelques années, Samuel Desclous a eu un accident de sport qui a failli changer sa vie. Après une mauvaise chute, il s'est retrouvé en arrêt de travail pour plus de 7 mois. C'est vrai que c'était cet accident qui était très brutal, très vif, intense en douleur. Et depuis là, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Il y a eu beaucoup de remises en question. Il fallait trouver une nouvelle profession. On m'a dit, écoutez, votre dos ne supportera plus ce métier. En 2009, Samuel travaillait comme maçon. L'assurance invalidité lui a alors proposé de financer sa reconversion professionnelle. Pendant un temps, il a exercé le métier d'agent d'assurance. Et parallèlement, il a suivi un programme d'exercice qui devait le remettre sur pied. Parce que les exercices, quand on a mal, on n'ose pas. On n'ose pas faire ça, puis quand on est accompagné, on commence à oser faire ces exercices. Et ces exercices-là nous font
Sur le moment, assez mal, mais les bénéfices sont vite présents, quoi. Ouais. Samuel, finalement, n'a pas voulu de cette reconversion. À ses risques et périls, il a renoncé à l'offre de l'AI qui n'interviendra donc plus si son dos lui joue à nouveau des tours. Fini la vente d'assurance. Aujourd'hui, complètement rétabli, Samuel a pris la direction d'une entreprise de carrelage et il a retrouvé les chantiers. C'est quand même malgré tout un métier assez physique. Et je pense, ce métier physique m'aide aussi tous les jours à garder une musculature qui tient de la route, etc. Le dos est quand même mis à contribution malgré tout. Mais voilà, depuis l'accident, après, à chaque mouvement, on n'y pense plus parce qu'on le fait naturellement, correctement. Et puis on a solutionné ce problème-là avec une musculature qui tient tout ça, mais une musculature en béton. J'ai quelquefois, tout d'un coup, tous les 4-6 mois, peut-être une fois par année, une alerte qui me dit « Ah, c'est mon corps qui me dit, pour moi c'est un baromètre ». Quand j'ai tout d'un coup une douleur qui revient, qui se pile à cet endroit qu'on avait découvert, « Ah, attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et on a trop tiré sur la mécanique. Donc ça veut dire que j'ai eu trop de travail, ou trop de soucis, ou trop de contraintes, et mon dos a lâché. C'est prêt parce que nous, on ne le refait pas 2 fois. Hein. Les récidives de Samuel ne durent jamais longtemps. L'expérience vécue lui a servi de leçon. Et tout d'un coup de fusil, voilà, je me suis arrêté, c'est pas 6 mois, mais 15 jours où c'était compliqué. J'ai passé 4 jours sous Tramal parce que les douleurs étaient vraiment trop fortes. Et puis après, 2 séances de rééquilibrage neuromusculaire. Et puis c'était réglé. Basculer le bassin, ok, la tête bien collée contre, et on pousse là au plafond. Vous maintenez cette position pendant 20 secondes, sans oublier de respirer. Okay. Les exercices, c'est au quotidien et c'est à vie. C'est ce que je dis à mes patients. Stabiliser une articulation, il faut la stabiliser à vie. En résumé, il n'existe aucun traitement miracle, chacun doit chercher la meilleure formule pour soulager son dos, puis ensuite pour éviter les rechutes. L'unique secret, c'est la régularité d'une activité physique adaptée. Quant à l'opération d'une hernie discale, elle doit être réservée aux cas qui remplissent tous les critères d'urgence. Si vous avez un doute, prenez un deuxième avis avant d'accepter le coup de bistouri, puisque manifestement certains chirurgiens ignorent l'appel à la retenue en dépit du consensus scientifique mondial. C'est d'autant plus regrettable que cela crée de la méfiance chez les patients, alors qu'un acte chirurgical est parfois le seul recours dans les cas extrêmes. Exemple avec un implant médulaire directement branché sur le système nerveux. Que me quiten el dolor. Eso es lo que yo quiero. Me pusieron morfina todos los días para quitarme el dolor, pero no funciona. No funciona. Y de verdad que ya no puedo. Ya son 5 años de dolor. Y todos los médicos me dicen lo mismo. Todos los médicos. 2 operaciones y no funciona ninguna. Y no funciona ninguna. Après une chirurgie, même une chirurgie qui est techniquement parfaitement réussie, on peut avoir une portion de patients, à peu près 30-40% de patients qui conservent des douleurs importantes, handicapantes. Ça peut être dû à la création de cicatrices ou de fibroses, de tissus cicatriciels au niveau des structures nerveuses et des racines nerveuses. Au bloc opératoire de l'hôpital de Morges, Angel Parales va mettre son sort entre les mains du docteur Perruchou. Ce spécialiste de la douleur va tester sur lui les effets d'une neurostimulation.
il va implanter dans l'espace péridural une électrode qui va stimuler les zones douloureuses du patient. Ça va ? L'objectif est de filtrer les douleurs présentées par le patient. Donc c'est une thérapie qui ne guérit rien, qui est une thérapie, on peut dire, palliative, qui traite uniquement les symptômes. Certaines étapes de l'opération sont très délicates. Vous allez sentir des petites impulsions. Vous me dites quand vous commencez à sentir, d'accord ? Ouais. C'est toujours 0, 0, plus. Oui, il a mal. Tu as arrêté là. Oui, j'ai arrêté. Le patient est placé sous anesthésie locale. Il faut qu'il puisse communiquer avec l'équipe qui l'opère. On a longtemps considéré ces techniques-là comme effectivement des thérapies de dernier recours, d'une part parce que ce sont des thérapies qui ont un coût, donc on veut vraiment sélectionner les patients qui vont en bénéficier, mais maintenant on commence à réaliser que ces techniques ont vraiment des avantages, même en termes de coûts, en termes de coûts-bénéfices, si on les place un petit peu avant, un peu plus précocement dans l'algorithme de traitement, peut-être avant d'envisager de placer quelqu'un sous opiacés à long terme, ou avant d'envisager une troisième ou quatrième nouvelle chirurgie. Qu'est-ce que vous ressentez là, monsieur? Dites-nous dès que vous ressentez les fourmillements. Vous sentez... Oui. À quel endroit? Toute la jambe. Toute la jambe gauche? Ouais. Dans tous les endroits qui vous font mal d'habitude. Normalement, oui. Oh, je peux jouer. Football. De quoi? Football, je peux jouer. Au football? Oui. C'est trop fort, là, les stimulations. Je joue au football, là. Les shoots, là. Le sort d'Angel Parales n'est pas scellé. Il portera ce dispositif pendant 3 semaines. Durant cette période d'essai, le pacemaker, l'appareil qui génère les impulsions électriques, restera externe. Si le résultat est positif, le pacemaker sera fixé sous la peau et l'implant deviendra définitif. On a environ 7 patients sur 10 qui ont un test positif, qui passent le test, on peut dire, et qui obtiennent un implant définitif. Nos critères de test, de succès de test, c'est environ 50% de réduction de douleur. Donc on place la barre volontairement un peu haut parce qu'on sait qu'il y a aussi une part d'effet placebo. Mais bien sûr, si vous avez un patient qui vous dit « moi j'ai 35% d'amélioration, 40% d'amélioration, mais je passe des nuits où je peux dormir, où j'ai pu diminuer déjà un peu mes médicaments, je peux marcher », ça c'est des choses qui rentrent aussi dans la balance. Bien. Si. Ça va? Pour les patients qui ne répondent pas à un test de stimulation médulaire, il faut trouver une autre approche qui peut être pharmacologique. Cette fois, on n'utilise plus l'électricité, mais on peut administrer directement des médicaments au niveau de la colonne. Malheureusement, l'électrode n'a pas permis de soulager Angel Parales. Après 3 semaines sans amélioration, l'implant lui a été retiré.